Containment on the other creatures is good for now, but we are understaffed. L'heure est enfin venue. Alien Earth conclut sa première saison avec Les vrais monstres, un titre d'épisode qui en dit long. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Même si j'aurais aimé qu'il y ait plus d'épisodes, cet épisode n'a pas déçu. L'épisode précédent aurait pu être plus axé sur l'action, mais cela laissait largement de la place au final pour conclure les thèmes émotionnels et narratifs abordés depuis le début. La saga Alien punit ses personnages pour s'être amusés à jouer les dieux et à tenter de contrôler la nature. Et les hybrides se vengent dans le final de la saison. Wendy brise enfin la tension avec Joe en lui révélant la véritable raison de son amour pour les extraterrestres. Si Wendy affirme que c'est parce qu'ils sont honnêtes, sa seconde réponse est bien plus révélatrice. C'est parce que les humains sont leur nourriture, contrairement aux hybrides. Comme tout père, Boy Cavalier a marqué ses enfants de son empreinte, et maintenant qu'ils sont grands, ils possèdent l'intelligence et le pouvoir qu'il leur a donné, ainsi que le côté sanguinaire. La série n'a pas vraiment caché les vrais monstres, mais l'ampleur de la portée de ce titre reste surprenante. Cet épisode est un exemple de morale bien rodée. De Frankenstein et King Kong à la brume et le géant de fer, nous connaissons tous désormais le cri angoissé du troisième acte. Nous étions les monstres depuis le début. L'histoire de la première saison d'Alien Earth a cependant détourné un trope familier. Et d'après mes calculs, il existe plusieurs façons d'interpréter le titre du final de la saison 1 qui est une conclusion parfaite pour une excellente saison de télévision. L'épisode s'ouvre sur le xénomorphe reniflant avec curiosité le corps d'Arthur et le crabe qui trône sur lui, ce qui, pour commencer, nous dévoile le sort du corps du pauvre Arthur. Ce type voulait simplement aider ses enfants et faire progresser la condition humaine de manière lucide et responsable. Et voilà où cela l'a mené. Il n'est plus qu'une coquille vide, mort, sur une page appartenant à son ancien patron. C'est vraiment rude. Et on peut affirmer avec certitude que Arthur ne figurera pas sur cette liste de vrais monstres. Mais en réalité, ces premiers instants nous offrent le premier monstre possible, le xénomorphe traditionnel et le plus évident. C'est, sans aucune métaphore, le monstre le plus réel qui soit. Et le voir rôder dans la jungle et se fondre dans la végétation nous rappelle, rapidement et sans doute inutilement, qu'il s'agit d'une créature mortelle en maraude. L'ambiance de maison hantée dans le reste de l'épisode, avec ses lumières stroboscopiques et son brouillard, est également celle d'un alien vintage de 1979. C'était un choix intéressant de révéler les tombes des enfants dans l'épisode de la semaine dernière, mais voir Dame Sylvia visiter le lieu de sépulture avec des fleurs pour chaque enfant était bien plus inconfortable. Les pierres tombales semblaient un peu superflues lors de la scène des enfants la semaine dernière, mais voir Dame Sylvia s'en occuper ainsi les rend plus révélatrices. Elles servent à un objectif bien précis, mettre des balles à blanc dans les fusils de tous les membres du peloton d'exécution, sauf un, ce qui permet à chaque tireur de se dire « ce n'est peut-être pas ma balle qui les a tués ». Ici, cela semble rappeler à Dame Sylvia que les enfants malades qu'elle a rencontrés avant leur transformation sont bel et bien morts, et que toute culpabilité qu'elle pourrait ressentir à propos de ses expériences sur les garçons perdus est comme une balle à blanc dans son fusil. Bien que ses intentions soient loin d'être aussi explicitement égoïstes que celles de son chef, Boy Cavalier, cela aggrave presque la situation. Elle s'est convaincue d'être d'accord avec ce qui se passe à Neverland et est devenue tranquillement son propre genre de monstre au passage. Boy Cavalier a été un vrai connard toute la saison, mais est-il vraiment le monstre ? Absolument, il est horrible. Le truc génial que la réalisatrice et les scénaristes ont réussi avec cet épisode, c'est que voir le petit génie se complaire dans la défaite n'est pas aussi satisfaisant que je l'aurais souhaité. Il y a une certaine nostalgie dans le fait qu'il regarde les images de Wendy faisant ses premiers pas, mais au final il tente sa chance et planifie son prochain coup. Trop têtu et arrogant pour admettre la moindre faute. Mais puisque tout est littéralement de sa faute, lui aussi est un vrai monstre. Autre petit détail, met des chaussures. Il y a une équipe de nettoyeurs de moisissures à temps plein. Mais il marche pieds nus. Rien que ça fait de lui un vrai monstre, avant même d'en arriver à son complexe de dieu. Cela fait maintenant quelques épisodes qu'ils complotent, se reconnaissant au moins mutuellement comme co-détenus. Mais à la fin, certains extraterrestres sont libérés. Laissés à leur nature respective, le résultat est véritablement monstrueux. La façon dont Noah Hawley et son équipe ont progressivement révélé les capacités de chaque spécimen, jusqu'au grand cocon tentaculaire, qui semble être végétal dans le final, a été un véritable point positif de cette saison. Cependant, il est difficile de les considérer comme les véritables monstres, car ils ne font que ce qu'ils savent faire. Le xénomorphe fait la même chose dans une certaine mesure, mais maintenant qu'il obéit aux ordres, cela prouve son intention et est incontestablement monstrueux. Il en va de même pour T. Ocellus, son intelligence surhumaine le place assurément dans la course. Mais je ne peux pas imaginer Noah Hawley donner à un épisode le titre de quelque chose que nous savons déjà être un monstre au sens littéral du terme.
L'atmosphère de maison hantée de cet épisode est très amusante, et ce sont les garçons perdus qui en sont le centre. Après la découverte de leur propre tombe et la prise de conscience qui sont en quelque sorte des fantômes, la décision de hanter Neverland grâce à la domination de Wendy sur l'électronique réjouit les enfants. Wendy et Nibs ont déjà un goût prononcé pour le sang, après le carnage de la semaine dernière. Mais ils ont tous franchi un cap avec ce final. Leur comportement a une teinte résolument monstrueuse, même s'il est vertueux. Leur lien avec le xénomorphe place les enfants dans la même catégorie que notre premier vrai monstre potentiel. Ali et son équipe ont construit l'histoire de ces enfants à l'image des xénomorphes du passé. Les riches et arrogants patrons d'entreprise espèrent exploiter un pouvoir qu'ils ne comprennent ni ne respectent, puis s'efforcent de le contenir à mesure qu'il mûrit et finissent par être victimes de sa forme pleinement accomplie. Ridley Scott a raconté cette histoire en 1979 et Alien Earth a récidivé. Je ne peux m'empêcher de revenir aux tombes et à l'aspect monstrueux et horrible des enfants, qui en fait en quelque sorte des monstres doubles. Des corps agonisants, voire morts, ressuscités par une étincelle de vie artificielle volée aux dieux sont la caractéristique principale de l'un des monstres en devenir les plus anciens et les plus persistants de la culture populaire. Mais bien sûr, les autres étaient les vrais monstres de cette histoire, mais Alien Earth ne les laisse pas impunis. Ils ont été utilisés, étudiés, manipulés et peut-être assassinés, ils ont toutes les raisons de se défendre. C'est la désinvolture avec laquelle Wendy torture les employés de Prodigy, comme si elle feuilletait le catalogue Disney+, à la recherche de son prochain film, qui devient angoissant. C'est ici que j'en viens progressivement à mon moment préféré de ce final, parce que personne ne sort de cette saison sans les mains sales. Cela rend leur trajectoire pour une potentielle saison 2 d'autant plus intrigante. Bien que cet épisode ait été un peu moins explosif que prévu, voir la chute et la lente perte de contrôle de Cavalier dans cet épisode était aussi satisfaisant que prévu. Toutefois, j'étais quelque peu surpris qu'il ne l'ait pas vu venir. Les germes de la mutinerie de Wendy étaient semés depuis longtemps, mais je suppose que le défaut fatal de Cavalier était destiné à le tuer. Il est captivant de voir les plans et les pouvoirs de Wendy se mettre en place alors qu'elle réalise à quel point elle n'a pas besoin des adultes et qu'elle les dépasse. Bien que l'épisode regorge de moments tendus, il est logique que la série consacre ses séquences les plus palpitantes à l'avant-dernier épisode. Cela permet aux personnages de ruminer l'avenir et de nous dévoiler les conclusions de la série. Si les garçons perdus et Joe adhèrent un peu trop vite au plan de Wendy, c'est compréhensible, car son accession au trône de l'île la positionne comme une sorte de chef de secte. Son charisme et sa planification me donnent d'autant plus envie de la regarder, un peu comme ce que j'ai ressenti pour Boy Cavalier. Je respecte le fait que, dans les derniers instants, Alien Earth n'ait pas cherché à nous choquer avec un décompte des victimes. Au contraire, cela a permis à nos personnages préférés, les plus méprisables et les plus attachants, de revenir parmi nous pour une saison 2. Bien que Thiocellus ait encore le temps de parasiter Boy Cavalier, j'apprécie que la série réserve cette conclusion inévitable pour plus tard. La créature est l'un des nombreux points que la série laisse volontairement en suspens. Nous aurons donc matière à réflexion entre les saisons. Si le xénomorphe est terrifiant car c'est un tueur déterminé, Thiocellus possède une intelligence qui a retenu notre attention. Il en va de même pour Boy Cavalier, ce qui laisse présager des conséquences importantes. Qui sont les vrais monstres dans Alien Earth dépend du point de vue. Il n'y a qu'un seul personnage auquel le public peut véritablement s'identifier. Joe, qui, malheureusement, est l'un des personnages les moins intéressants de la série. Étant le seul humain encore capable de contrôler les événements à la fin de l'épisode, cette situation précaire ne peut évoluer que de manière limitée la saison prochaine. Cet épisode et toute la saison 1 se terminent de façon étrange. Cela pourrait être un cliffhanger, car les forces de Yutani arrivent en force à Neverland. Le moment où Wendy mène son frère, les garçons perdus et 2 loyaux xénomorphes vers un futur qu'ils gouvernent pourrait également suffire. Sinon pas droit à une autre saison, le simple fait de savoir que les enfants ont pris leur essor, ont resserré leurs rangs et sont déterminés à se battre pourrait constituer une fin satisfaisante à cette histoire. Personnellement, je pense que la série penche davantage vers le cliffhanger, mais comme le sont les finales de saison de nos jours, jouer sur les 2 tableaux, au moins dans une certaine mesure, est une nécessité, et celle-ci semble miser sur au moins une saison supplémentaire. Chandler est à son meilleur, l'épisode est consacré avant tout à Wendy car il est désormais indéniable que c'est elle qui a toutes les cartes entre les mains. Si l'on sait que son alliance fragile avec les xénomorphes ne durera pas éternellement, la relation symbiotique entre les hybrides et les extraterrestres qui ne tirent aucun profit de leur mort est intéressante à explorer. Wendy est dangereusement proche de se prendre pour une déesse, et si l'on souhaitait voir les hybrides se venger de leur créateur, il ne faudra pas longtemps avant qu'ils ne soient eux-mêmes arrêtés. S'il y a bien espoir pour la saison 2, c'est que l'attente ne soit pas trop longue. Bien sûr, c'est probablement insensé, car les intervalles entre les saisons se creusent d'année en année, mais la fin suspense de la saison 1 me tient en haleine, prêt à en attendre davantage. Le fait que je sache que mes personnages préférés de presque tous les garçons perdus à Boy Cavalier seront de retour pour la saison 2 signifie que l'attente sera une agonie, mais cela en vaudra probablement la peine.
La plupart, voire la totalité des hybrides et des espèces extraterrestres, y compris les xénomorphes, devraient continuer à faire partie intégrante de la saison 2. Vu la popularité de Moreau auprès des fans, il a de fortes chances de revenir et peut-être même de s'échapper. Boy Cavalier et son équipe de Prodigy restent les personnages les plus vulnérables, même si Wendy ne semble pas avoir l'intention de les éliminer dans l'immédiat. La saison 2 devra rapidement définir ce que Wendy attend de ce nouveau pouvoir. Si celui-ci perdure, Boy Cavalier se qualifiant de génie, il doit avoir un plan d'urgence en place au cas où les hybrides se révolteraient contre lui, ce qui est précisément arrivé. Atom pourrait également jouer un rôle accru après avoir révélé qu'il était une figure paternelle synthétique pour Boy Cavalier, qui a tué son père alcoolique à l'âge de 6 ans. Pour une série allée, impossible de savoir avec certitude ce qui pourrait se passer entre les saisons. Si Wendy conserve son pouvoir, elle devra probablement négocier avec Yutani, ou la combattre, à la place de Boy Cavalier. Il semble qu'il n'y ait plus de possibilité de coexister avec Boy Cavalier à Neverland. Wendy pourrait simplement essayer de préparer une évasion pour les garçons perdus, même si, compte tenu du titre de la série, il est peu probable que la série s'envole dans l'espace comme sa célèbre franchise cinématographique. Alien Earth étant une préquelle, nous pouvons estimer certains développements pour la saison 2. Les extraterrestres seront probablement confinés ou tués sur l'île de Neverland ou confinés dans le complexe de Weyland-Yutani. Une invasion extraterrestre généralisée sur Terre ne semble pas à l'ordre du jour. Le développement le plus intrigant de la saison 2 sera d'entendre enfin parler Thiocellus, même si ce serait tragique et inquiétant à travers le corps sans vie d'Arthur. C'était l'un des nombreux petits cliffhangers à la fin de la saison qui devront être résolus dans la saison 2. Si Alien Earth est reconduit pour une deuxième saison, le créateur Noah Hawley trouvera certainement le moyen de développer l'histoire de Wendy tout en conservant les scènes d'horreur classiques avec des monstres. Cet épisode conclut la première saison en espérant qu'une seconde arrive. En tout cas, je suis très impatient de voir les extraterrestres en action, car franchement, c'est le plus excitant de la série. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.